le formula le délégué de la Prusse en Suisse, Rudolf von Sido, la révolution du sud de l'Allemagne n'est pas écrasée tant que la révolution républicaine neuchâteloise contre un gouvernement monarchique allemand est tolérée. La tension était palpable, la Suisse était un baril de poudre prêt à exploser. Chaque escalade supplémentaire pouvait déclencher la guerre. Sur ce, je passe la parole à Jean-Pierre pour cette partie des réfugiés badois. Alors, comme je sais que vous êtes des grands curieux et que maintenant vous rêvez de savoir où est Busingen. Busingen, c'est charmant, c'est bucolique, une vraie carte postale qui se reflète dans les eaux du Rhin schaffhausois, mais habité par 1300 citoyens de la République fédérale allemande. Pourtant, s'il y avait la frontière des hommes et les séquelles de l'histoire, on ne pourrait faire la différence entre un village schaffhausois et celui de Busingen. Anachronisme dans le paysage géopolitique, une situation née d'une querelle locale entre Schaffhausois et Busingerois. À la fin du XVIIe siècle, la ville de Schaffhouse perdit la souveraineté sur la commune. L'enclave était née. Enclavée en Suisse, dans pas un ni deux, mais bien 3 cantons. La commune se situe à la limite des cantons de Schaffhouse, Zurich et Thurgovie. Le village a longtemps appartenu à l'Autriche et était relié au reste du pays par voie terrestre, même après la création du canton de Schaffhouse en 1501. Le village est devenu enclavé qu'à partir de 1770, quand les villages de Ramsen et Dörflingen furent achetés par le canton de Zurich. Enfin, en 1805, Busingen est devenue allemande avec son intégration au comté de Württemberg. La vie quotidienne a confondu les frontières et le destin des gens. Politiquement, toujours allemande Busingen, mais économiquement, ses habitants sont entièrement intégrés à Schaffhouse. Et c'est là, avec le temps, que les désaccords avec la patrie allemande ont pris leurs racines. Les habitants de Busingen ont droit à leur lot de spécialités administratives. La monnaie officielle est l'euro, comme dans le reste de l'Allemagne, mais le franc suisse est plus utilisé. Le village a aussi 2 codes postaux, un suisse et un allemand. Pour le téléphone, les numéros fonctionnent avec les indicatifs suisses et allemands. Et si la police est appelée, c'est les 2 polices qui sont prévenues. Au village, on paye avec de l'argent suisse, mais le coût de la vie aussi est suisse. Les habitants travaillent presque tous en Suisse, mais ils payent leurs impôts à l'allemande, et c'est lourd. Et voilà longtemps maintenant qu'on demande à Bonn quelques grâces fiscales, sans succès. Autre détail, mais significatif de 10 autres contrariétés administratives, on a des francs suisses en poche, mais c'est avec des marques qu'on appelle les voisins de Schaffhouse, au tarif international bien sûr. Là aussi, pas d'accommodement possible avec les postes allemandes. Après l'école primaire, les enfants peuvent choisir s'ils veulent étudier en Suisse ou en Allemagne. Et enfin, le club de foot du village joue dans le championnat suisse en 3e et 4e ligue zurichoise. Différentes procédures ont été lancées afin de tenter de rattacher la commune à la Suisse, mais à l'heure actuelle sans succès. La première tentative a eu lieu en 1918 où 96% des votants de Busingen avaient voté pour un rattachement avec la Suisse, qui n'a pas voulu offrir de compensation suffisante en contrepartie. Ce refus a fait capoter le projet malgré un plébiscite important. Par la suite, en 1967, la Suisse et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, signèrent des accords réglant certains différends territoriaux dans la région et en ont profité pour définir le statut du village qui est resté enclavé et allemand. On va pouvoir mesurer concrètement dimanche le degré d'unité dans le ras-le-bol des habitants de Busingen. Les autorités communales in corpore ont appelé au boycott des élections européennes. En attendant de boycotter un jour le paiement des impôts si les autorités fédérales allemandes ne concèdent pas des exonérations fiscales substantielles. Plus, même, on se dit prêt à ne plus se reconnaître allemand et à demander un retour dans le giron suisse. Comme le dit l'un des 10 conseillers communaux, dans un pur dialecte schaffhausois, le choix n'aurait rien de déchirant. En toute franchise, on se sent ici d'abord de Busingen, mais le cœur est suisse et pour la majorité des Busingerois, il serait parfaitement égal de ne plus être allemand. À Busingen aussi, le symbole de la grande maison européenne reste quelque chose de bien abstrait. Au mieux, souligne-t-il un peu plus à leurs yeux l'anachronisme géopolitique que représente cette enclave allemande au cœur du canton de Schaffhouse.
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire ou le conflit de Busingen, c'est l'histoire d'une minime violation de frontières qui a failli dégénérer en une guerre ouverte entre la Suisse d'une part et puis une armée impériale coalisée sous commandement prussien. Et pour comprendre ce qui a pu à ce point exciter les passions, donc il convient de replacer cet événement dans son contexte politique. Donc, ainsi qu'on vient de le voir, la Révolution de Paris, du 22 au 25 février 1848, qui s'était donc conclue par l'abdication du roi Louis-Philippe et la proclamation de la Seconde République, avait encouragé les partisans des libertés démocratiques et de la souveraineté populaire à prendre les armes et à se dresser contre leur gouvernement oligarchique dans de très nombreux États européens, en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Italie. Donc ce courant d'émancipation, qui a été plus tard appelé le printemps des peuples, simplement en raison de la saison de l'année qu'il a vu naître, a naturellement également touché la Suisse, qui, comme on l'a dit, commençait à peine à se remettre du traumatisme de la guerre du Sondermund. Alors les effets ont été à la fois directs et indirects. Alors à l'intérieur même du pays, là également on en a parlé ce matin, le peuple de l'unique canton de la Confédération à connaître un gouvernement monarchique, donc le peuple neuchâtelois, se souleva contre l'autorité de son prince et proclama la République le 1er mars 1848. Là, donc, vous voyez la colonne des républicains chaudefonniers menée par Fritz Courvoisier sur le point d'entrée dans la ville de Neuchâtel. Donc sur le moment, le prince de Neuchâtel, qui était donc, comme on l'a vu également depuis 1707, le roi de Prusse, ne réagit que mollement au coup d'État parce qu'il était lui-même entièrement accaparé par l'insurrection des habitants de Berlin. Donc sur le moment, il se contenta de délier les républicains neuchâtelois de leur serment de fidélité, mais par contre, il ne renonça pas à sa souveraineté sur le territoire, et donc c'est le maintien de cette situation ambiguë qui portait en germe l'affaire de Neuchâtel de 1856-57 qu'on a également évoquée, donc une contre-révolution monarchiste qui va être repoussée, battue par les républicains, et donc c'est à partir du traité de Paris de 1857 que la République neuchâteloise sera définitivement établie. Donc ça c'est pour l'intérieur du pays, mais comme on l'a évoqué également, les événements extérieurs vont obliger le tout nouveau Conseil fédéral, il venait d'être institué avec la Constitution de 1848, à mettre des troupes sur pied pour garantir les frontières du pays et faire respecter la neutralité. Et ce fut d'abord la frontière sud qui nécessita des mesures de protection. Donc la Lombardie et la Vénétie s'étaient soulevées contre l'Autriche, le royaume de Sardaigne et plusieurs autres États de l'Italie avaient fait cause commune avec elle, et donc la guerre a fait rage pendant plusieurs mois, avec des successions de victoires et de revers dans les deux camps, mais finalement c'est l'armée autrichienne, commandée par le vieux général Radetzky, qui mettra un terme à cette première guerre d'indépendance italienne en battant l'armée sarde à Novara le 23 mars 1849. Alors durant ce conflit, la brigade Gerver de l'armée fédérale fut mise sur pied pour garder la frontière grisonne, tandis que les brigades Abundi, Ritter et de Salis se succédèrent pour assurer la sécurité du Tessin. Le commandement en chef de ce dispositif défensif fut confié au colonel divisionnaire Schumacher. Un aspect singulier de la surveillance de la frontière tessinoise était qu'elle était en fait tournée davantage vers l'intérieur du pays que vers l'extérieur. Alors ce n'était en effet pas tellement les risques d'incursion en Suisse de révolutionnaires italiens qui préoccupaient le commandement militaire, c'était plutôt le capital de sympathie dont ces derniers bénéficiaient au sein de la population tessinoise.
ce qui fit que la mission de protection de la neutralité a essentiellement constitué à tenter d'empêcher la contrebande d'armes, de munitions et de matériel de la Suisse vers l'Italie, avec un succès d'ailleurs assez mitigé en raison de l'étendue du territoire à surveiller. Une fois le statu quo antebellum rétabli en Italie, ce fut la révolution survenue en Allemagne et singulièrement dans le Grand-Duché de Bade qui obligea la Suisse à surveiller et à protéger sa frontière nord. Les troubles qui avaient débuté dès le mois d'avril 1948, mais ce n'était que dans le courant du mois de mai et de juin 1949 qu'ils devinrent véritablement inquiétants pour la Suisse. La Prusse et la Hesse s'étaient portées au secours du gouvernement badois et les troupes révolutionnaires qui étaient éparpillées dans tout le Grand-Duché et qui manquaient à la fois d'instruction militaire et de coordination connurent défaite sur défaite et furent progressivement refoulés vers le sud en direction du Rhin. Le canton de Bâle-Ville avait déjà pris de son propre chef des mesures de sécurisation de la frontière au moment des premiers affrontements dans le nord du pays de Bade. Face au risque imminent de fuite de révolutionnaires badois en direction de la Suisse, c'est le Conseil fédéral qui intervient à son tour le 15 juin 1849 en décrétant la mise sur pied de 2 brigades de l'armée fédérale placées sous le commandement du colonel divisionnaire saint-gallois Dominique von Gmür. L'aile gauche de ce dispositif, entre Bâle et Koblenz en Argovie, relevait de la responsabilité du colonel bernois Christoph Albert Kurz, tandis que l'aile droite, qui allait de Koblenz jusqu'à Schaffhouse, était placée sous les ordres du colonel zougois Franz Müller. Le 21 juin, le Conseil fédéral nomma l'Argovien Johann Ulrich Hanauer au poste de commissaire fédéral pour la frontière nord, mais il n'exerça cette fonction que très transitoirement, car il fut remplacé dès le 11 juillet par l'architecte et politicien bâlois Johann Jakob Stelin. Mettre sur pied 2 brigades ne s'effectue pas sur un simple claquement de doigts, ni au XIXe siècle, ni aujourd'hui. Et ceci eut pour conséquence que le déploiement n'était pas encore achevé au moment où les premières troupes révolutionnaires, cernées de toutes parts, cherchèrent à se replier en Suisse. Le mouvement débuta le 2 juillet 1849 lorsqu'un corps franc polonais de 140 hommes franchit la frontière du Petit Huningue près de Bâle. Cette unité, donc, comme je vous l'ai dit, se composait de combattants venus de Pologne qui, après avoir lutté pour davantage de liberté lors de l'insurrection dite de la Grande Pologne dans le Grand-Duché de Posen en 1848, étaient venus mettre leurs armes au service des Badois. Au total, durant tout le mois de juillet 1849, quelques 9200 révolutionnaires badois, accompagnés d'environ 600 chevaux et 63 pièces d'artillerie, entrèrent en Suisse dans la région de Bâle, à Rheinfelden, à Stein am Rhein, à Rheinau, à Eglisau et à Kreuzlingen. Certains chefs révolutionnaires espéraient que le repli de leurs troupes en Suisse allait inciter l'armée prusso-essoise à venir les poursuivre en violation de la neutralité et contraindrait ainsi la Suisse à entrer en guerre à leur côté. D'autres chefs de file de l'insurrection se proposèrent d'aider la Suisse à défendre le canton de Neuchâtel au cas où la Prusse décidait de régler le litige par les armes, mais leur offre fut catégoriquement refusée. Les révolutionnaires entrés en Suisse furent systématiquement désarmés et éloignés des frontières, internés dans l'intérieur du pays pour retirer à l'armée coalisée allemande la tentation de venir les y chercher. Ces réfugiés badois, donc par la suite, une partie d'entre eux se sont définitivement établis en Suisse et y ont fait souche. D'autres sont retournés dans le Grand-Duché de Bâle après l'amnistie qui a suivi la répression de la Révolution.
D'autres, enfin, ont continué le combat sous d'autres cieux, voire sur d'autres continents, notamment durant la guerre de sécession américaine. Donc il y a eu par la suite une assez grande variété dans la suite de la carrière ou de la vie de ces réfugiés. Donc dans ces circonstances, on voit qu'en dépit des déchirures encore vives de la guerre du Sonderbund, les Suisses surent se montrer suffisamment unis et attachés à la cause commune pour éviter de se laisser diviser et entraîner dans un conflit qui n'était pas le leur. Dans son journal, Guillaume-Henri Dufour a d'ailleurs écrit à ce propos: « En 1849, j'eus la satisfaction de réunir sous mes ordres des bataillons qui, moins de 2 ans auparavant, avaient combattu les uns contre les autres et qui maintenant ne rivalisaient plus que de dévouement. » Donc avec l'effondrement de la résistance des révolutionnaires, les tensions sur la frontière du Rhin commençaient à s'apaiser lorsqu'un incident militaire dans l'exclave badoise de Busingen va raviver et échauffer les esprits. Alors, donc, comme vous le voyez sur la carte, cette enclave qui est toute petite, qui s'étend sur moins de 8 km², faisait à l'origine partie de la principauté électrice de Wurtemberg et fut rattachée au Grand-Duché de Bade en 1810. Donc le petit territoire est totalement enclavé dans le canton de Schaffhouse, sans accès direct avec le reste du territoire badois. On voit que la localité la plus proche est celle de Geiligen. Et donc sur l'autre rive du Rhin, le territoire est frontalier des cantons de Thurgovie par Diessenhofen et de Zurich par le pont de Feuerthalen. Et l'incident qui a impliqué cette petite enclave débute le 21 juillet 1849, au moment où une compagnie d'infanterie essoise forte de 180 hommes, commandée par le capitaine Stockhausen, reçoit l'ordre d'occuper Busingen, où le gouvernement badois suspectait la présence de révolutionnaires. Donc la compagnie embarque à l'aube sur un bateau à vapeur badois qui était fort à propos baptisé Helvetia. Après avoir préalablement avisé les autorités militaires suisses, le bateau descend le Rhin jusqu'à Busingen, où la compagnie aborde à 7 h du matin. Donc les soldats essois investissent immédiatement le village, désarment tous les habitants et arrêtent 3 hommes, Walter, le caissier communal, von O, le médecin, et Günthert, le vétérinaire. 2 d'entre eux, Walter et von O, sont rapidement relâchés car aucune preuve ne peut être retenue contre eux. Et Günthert, en revanche, est retenu prisonnier et emmené à bord du bateau dans l'intention de le conduire au tribunal de Constance. Cette violation de frontière ne fut remarquée qu'au moment de la traversée de Steinheim-Rhein, car au dire des autorités suisses, tous les soldats s'étaient dissimulés sous le pont du bateau, ce qui prouvait que leur commandement savait pertinemment que cette expédition était illégale. Mais, dans sa déclaration postérieure à l'événement, le major général de Scheffer, qui était le commandant du corps d'armée essois, a formellement réfuté cette version des faits, et voici ce qu'il en dit. Le Conseil fédéral, dans sa circulaire datant du 24 juillet 1849 et adressée au canton, donne comme motif de la levée de 24 000 hommes la violation du territoire suisse par un détachement de troupes de l'Empire d'à peu près 170 hommes. Dans cette circulaire, il dit que ces troupes ont été cachées sous le pont du bateau quand ils passaient sur le territoire suisse, preuve évidente de combien il sentait ce qu'il y avait d'illégal dans cette affaire. Mais tout cela est sans fondement et il est de mon devoir de rétablir la vérité. Il n'y a pas eu plus de monde dessous le pont que le nombre requis par l'espace ou commandé par les ordres du capitaine du bateau. Les 2 tiers du détachement, fort de 180 hommes, se sont constamment tenus sur le pont, les armes à la main et visibles de tout le monde.
Toute l'expédition, partie pour soutenir un acte de l'autorité civile, a été faite ouvertement, devant les yeux de tous et dans la forte conviction du bon droit. De même, après l'accomplissement de cet acte, elle devait retourner ouvertement et en plein jour. Et dans sa même déclaration, le général Essois rappelle aussi que le cas inverse, c'est-à-dire le passage de troupes suisses sur le territoire badois à travers Busingen et Constance, s'était déjà produit par le passé et que cela n'avait jamais posé problème. Alors donc il poursuit, les Suisses ont déjà souvent profité de cette voie sans en demander d'abord la permission. Des troupes turgoviennes, par exemple destinées pour Arbon, ont dans la guerre du Sonderbund passé avec armes et bagages par Constance et se sont embarquées là pour se rendre à Romanshorn. Elles ont passé sans obstacle le pont du Rhin. Donc quoi qu'il en fût, la nouvelle de l'occupation de Busingen par une troupe militaire essoise s'est propagée comme une véritable traînée de poudre et a rapidement enflammé les passions dans les deux camps. Alors, une fois sa mission accomplie, la compagnie essoise devait embarquer à 13 h sur l'Helvetia pour rentrer à Constance, mais peu avant l'heure dite, son commandant vit surgir un représentant de la Confédération qui le somma de faire déposer les armes et l'informa que la Suisse n'hésiterait pas à recourir à la force s'il refusait d'obtempérer. Le capitaine Stockhausen lui répondit que cette requête était attentatoire à l'honneur et qu'il ne saurait l'accepter. Le soir venu, la compagnie se retrouvait complètement encerclée à Busingen, là vous en avez une petite caricature, par des troupes suisses qui avaient pris position d'une part tout autour de l'enclave à Schaffhouse et puis également de l'autre côté du Rhin sur le territoire zurichois. D'autre part, des mesures avaient également été prises sur les ponts de Diessenhofen et de Stein am Rhein pour bloquer le passage éventuel du bateau. On autorisa la compagnie à envoyer 2 émissaires à Constance pour faire un rapport de situation. Et il en ressortit que, comme on l'a vu dans les propos du général essois de Scheffer, il ne s'agissait pas d'une expédition militaire ou d'une invasion à proprement parler, mais d'une mission de police ordonnée par l'autorité civile. Dans le même rapport, il est également écrit, mais de manière beaucoup moins convaincante, que les troupes ignoraient qu'elles franchissaient une frontière internationale. Donc ça, c'est probablement vrai pour les troupes essoises qui ne connaissaient pas le terrain. Par contre, c'est assez difficile d'admettre que les autorités badoises ignoraient l'existence de cette frontière. Le lendemain, dimanche 22 juillet, ces explications ne leur suffisant pas, les autorités suisses refusent d'accorder un laissez-passer à la compagnie essoise pour qu'elle rentre à Constance. En réaction, le commandement allemand renforce les troupes postées autour du canton de Schaffhouse et menace de venir libérer les soldats de Busingen par la force si aucun accord concernant leur retrait n'était trouvé d'ici au 28 juillet. Et donc, tandis que les deux parties campaient sur leur position et que les négociations piétinaient, l'information circula en Suisse que 2300 Prussiens s'étaient rassemblés aux alentours de Randeck, donc c'est juste à côté de la frontière schaffhousoise, et 5000 autres à Constance. Le 24 juillet, en réponse à cette menace et craignant que la Prusse ne se serve de cet incident comme prétexte pour faire valoir ses droits sur la principauté de Neuchâtel, le Conseil fédéral décrète la mise de piquet de toute l'armée fédérale et mobilise 2 divisions supplémentaires sur la frontière du Rhin, la 2e du colonel Abundi et la 3e du colonel Bontemps pour renforcer la 1re division du colonel Gmür. Chacune de ces divisions était constituée de 3 brigades d'infanterie à 3 bataillons chacune, de 5 compagnies de carabiniers, de 3 batteries d'artillerie, d'une compagnie de cavalerie, d'une demi-compagnie du parc et d'une ambulance.
Au total, et en comptant les unités de réserve à disposition de l'état-major, l'ensemble du dispositif déployé sur la rive sud du Rhin totalisait 22 460 hommes et 1450 chevaux. Vous avez ici le décompte des effectifs de la main, de la plume même de Guillaume-Henri Dufour, qu'il a rédigé pour son rapport sur l'armement de 1849. Le Conseil fédéral plaça provisoirement ce corps d'armée sous l'autorité de Guillaume-Henri Dufour, qui vint établir son quartier général à Berne le 28 juillet. L'Assemblée fédérale confirma Guillaume-Henri Dufour dans ses fonctions de commandant en chef des troupes fédérales et nomma le colonel Ziegler à celle de chef d'état-major. Le quartier général fut transféré à Arau et le général Dufour fit connaître à ses soldats le résultat de l'élection par la proclamation suivante. À l'armée, soldats confédérés. Les conseils de la nation ont confirmé le choix éventuel du commandant en chef. Je suis fier d'avoir été désigné pour remplir cette fonction élevée et je viens avec bonheur me ranger auprès de vous sous la bannière fédérale, heureux surtout d'y rencontrer des braves de toutes les parties de la Suisse. Il n'y a plus de division entre nous. Une seule pensée, un seul sentiment nous rassemble. Nous ne voulons rivaliser que de zèle et de dévouement à la patrie. Soldats, je vous dois des éloges pour l'empressement que vous avez mis à répondre à l'appel de l'autorité supérieure. Vous en mériterez encore par votre bonne discipline et par votre conduite envers vous et envers les habitants. En ce moment, notre tâche se réduit à l'observation des frontières. Il n'y faut que de la vigilance et de l'exactitude dans le service, vous en montrerez. Mais si les circonstances devenaient plus graves, si l'étranger se présentait en ennemi, s'il violait notre territoire, vous déployeriez votre courage et votre énergie dans la défense du pays. Rien ne vous coûterait pour conserver intact son honneur et son indépendance. Vous feriez en un mot tous vos efforts pour qu'on dise de vous « les enfants de la libre Helvétie n'ont pas dégénéré de leurs ancêtres ». Ainsi qu'on l'a rappelé et que vous en souvenez certainement, c'était la deuxième fois que Guillaume-Henri Dufour exerçait le commandement suprême de l'armée suisse. Donc bien sûr, la première fois, ça avait été en 1847, à l'occasion de la guerre du Sonderbund, puis l'affaire qui nous occupe actuellement, celle de Büsingen, et puis ultérieurement à cette affaire, donc il y aura également, on l'a également évoqué, l'affaire de Neuchâtel, et ultimement les mesures de sécurité qui durent être prises sur la frontière sud de la Confédération à l'époque du Risorgimento italien, donc de la deuxième guerre de libération et d'indépendance de l'Italie. Alors les négociations visant à régler diplomatiquement cette affaire de Büsingen restèrent au point mort jusqu'à ce que le chef d'état-major essois, qui s'appelait Ferdinand du Hall, prenne l'initiative de présenter des excuses officielles à la Confédération suisse. Donc le 28 juillet, il fit remettre une déclaration en 5 points au commissaire fédéral Stehlin, qui précisait entre autres que l'état-major allemand n'avait pas eu connaissance de la navigation de ses troupes sur le cours d'eau situé en Suisse et que l'occupation de Büsingen ne découlait en aucun cas d'une intention délibérée d'enfreindre la neutralité suisse. Un accord put alors être conclu et le 30 juillet à 13 h, la compagnie essoise se mit en marche, tambour battant et baïonnette au canon, en direction de Geilingen, on a vu que c'était la localité badoise la plus proche, en emmenant en voiture avec eux Günther, le vétérinaire qu'ils avaient fait prisonnier à Büsingen, et qui fut finalement libéré après 50 jours de détention. Du côté suisse, 2 compagnies et demie d'infanterie et une compagnie de cavalerie avait été prévue pour escorter les Essois jusqu'à la frontière. Mais
se trouvant en terrain inconnu, la compagnie essoise s'égara par erreur sur la route menant à Randegg, où elle fut arrêtée à la frontière par les troupes suisses de réserve. Une fois l'escorte suisse arrivée sur place, la marche put reprendre, et après un détour par Dörflingen, les soldats essois finirent par arriver à leur destination de Geilingen. Pendant ce temps, l'Helvetia repartait pour Constance, sous escorte de la Confédération, battant pavillon suisse et avec 2 officiers suisses à bord. L'affaire de Büsingen a donc de la sorte fort heureusement été réglée sans bain de sang et sans qu'aucune des 2 parties impliquées ne perde la face. Les forces militaires en présence furent ensuite rapidement et considérablement réduites des 2 côtés de la frontière. La démobilisation du corps d'armée suisse débuta dès le 7 août par le licenciement du tiers de l'effectif et fut intégralement achevée le 22 septembre. Et quant à Guillaume-Henri Dufour, il retrouva 2 jours plus tard, donc le 24 septembre, sa demeure de Contamine et sa famille, après avoir remis ses sceaux, ses marques de général à la chancellerie fédérale. Voilà.